On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de la gare du Feu Sacré. Ça sera présenté fort bientôt au Café-Théâtre de Chambly. Mais qu'est-ce qui arrive dans la vie de Valérie Lahaye, celle qu'on a vue à la voix en 2014? Quels sont ses projets? À quoi va ressembler l'année 2018-2019? On en discute à l'instant. Vous savez, dans la catégorie « Que sont-ils devenus ?» Pourtant, on dit ça parfois des artistes un peu plus vieux, mais même dans le cas des plus jeunes, on veut savoir qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi leurs projets, c'est quoi leurs ambitions. On en discute avec Valérie Lahaye qui est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Hey, attends, ouais, hein? là, tu me surprends, là. C'était quoi cette intro-là? Je suis-tu disparue dans l'ombre à ce point-là? Non, mais c'est ça un peu le propre même de l'artiste. Bon, d'autant, évidemment, on le sait, tu avais participé à La Voix, qui donne une visibilité instantanée pendant des semaines. C'est trop, des mois. C'est trop. Puis après ça, ben il y a une autre édition, puis une troisième, puis une quatrième, puis une cinquième, puis une sixième. Et puis après ça, ben il y en a qui restent, il y en a qui ne restent pas, il y en a qui partent, il y en a qui sont un peu dans l'ombre, il y en a qui ressortent. Bref, le parcours n'est pas pareil pour tout le monde. Mm-hmm. Puis même ton propre parcours d'avant La Voix aussi n'était pas, ça, pas on comme tout le pourrait monde. poser virer la question à l'envers, en fait. On pourrait dire qu'était-il avant? Oui, mais c'est ça, parce que, bon, La Voix, c'était La Voix 2, ouais. Qui date de quoi, 4-5 ans? 2014. 2014. C'est une autre vie. Wow! Ça fait 5 ans de ça, là. Mm-hmm. Il s'en est passé des choses en 5 ans. Oui, beaucoup. Mais la Valérie Lahaye de 2018, elle ressemble à quoi aujourd'hui? Écoute, c'est sûr que si tu me demandes ça à moi, la Valérie Lahaye de 2013, de 2014, de 2008 et de 2018 se ressemblent beaucoup. C'est sûr que je suis peut-être pas bien placée pour voir ça. Pour moi, c'est la même chose. La seule chose qui est arrivée en 2014, puisqu'on en parle, c'est que soudainement, on me voyait à la télé chaque dimanche. C'est ça. Mais pour moi, dans mon quotidien, j'enseignais à l'École de musique Jocelyne Laberge quand même. Je veux dire, je me rendais au studio Merz, j'enregistrais mon émission, je m'en allais. Donc, je pense que je suis toujours restée la même. J'ai toujours eu un peu le même quotidien. C'est sûr que je surfe sur une vague qui est un peu différente parce qu'encore aujourd'hui, j'ai des opportunités de contrat. Je veux dire, d'ailleurs, je suis toujours signée sur le label d'Éric Lapointe pour mes albums. Je veux dire, ça va toujours aussi bien. Après, tu sais, si on regarde, mettons, les années qui ont suivi La Voix, 2015, on a lancé l'album. On a fait 150 spectacles et activités là, partout dans la province. Après ça, en 2017, j'ai lancé Étoile Anonyme, donc l'année passée, ça fait pas quand même 100 ans, là, quand même. Donc, on a lancé Étoile Anonyme, qui est un album que j'ai composé entièrement, que j'ai eu la chance de collaborer avec Alexandre Poulain, avec Amélie, avec David Goudreau aussi, avec Éric toujours, avec Jamil. Donc, c'est un album qui me ressemble beaucoup. Je pense qu'en tant qu'artiste, je l'ai déjà dit ici, je pense que des albums, c'est comme un petit peu des photos de moments précis, d'émotions qu'on a besoin de sortir. Donc, on évolue à travers toutes sortes d'expériences. Évidemment, pour le public, La Voix, c'est probablement ma plus grande expérience parce que c'est celle où j'ai eu le plus d'exposure. Mais je suis d'accord à dire que c'est une des grandes expériences de ma vie, mais c'est quand même pas la seule. As-tu toujours la même passion, le même feu sacré, la même ambition de poursuivre, de persévérer dans ce métier-là? Oui, toujours, en fait. C'est pas... Ça change pas, ça. Je pense que ce qui change, c'est notre définition du succès, peut-être. C'est parce que le fait d'être arrêté dans la rue, de se faire dire un paquet d'affaires, « T'es mon idole », alors que quelqu'un nous a entendu chanter 4 tunes de 2 minutes, quand ça fait au-dessus de 10 ans qu'on chante un peu partout, ça remet des choses en perspective. On se pose des questions. Je pense que ça a peut-être changé, effectivement, mais pas... mais pas ma passion, pas mon bonheur d'être sur scène, pas mon bonheur d'enseigner aux jeunes, de partager la musique. Je ne fais pas de la musique pour être connue, ça n'a jamais été le cas. Et plus que jamais, c'est pas pour ça. Parce qu'avec La Voix, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui ne me ressemblaient pas dans le fait, justement, le côté jet-set, tout ça, ça ne me ressemble pas. C'est peut-être pour ça aussi qu'on ne me voit pas autant que certains autres, mais honnêtement, c'est arrivé tout seul. Je n'ai pas fighté contre des affaires que je me disais « Non, ça, je ne veux jamais revivre ça. » Non, pour moi, ça a été un chemin, un feu roulant. Je considère que je suis aussi occupée qu'en 2014. Ça va super bien. D'ailleurs, j'ai plein de petits projets là, à te parler. Bon. Je t'ai écrit... Que sont-ils, justement, ces projets-là? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi?
Il y a plein d'affaires. Donc, comme je le disais, bon, le dernier album est sorti il y a 1 an. Il y a un autre single qui va paraître. On va sortir des vidéos. Il y a un prochain album qui s'en vient. Donc, ça, je continue à travailler. Donc, si tu suis ma carrière depuis que j'ai 12 ans, genre, bien, il y a à peu près un projet, un album à chaque 2 ans. Ça n'a pas changé. La seule différence, c'est que Vertige a été plus connu que les autres pour la raison qu'on connaît. Mais sinon, des ateliers d'écriture aussi. J'organise une retraite d'écriture. Ça va être super trippant. J'organise chez le Thé d'Oréa, si on veut être dans le plus local, des soirées des 5 à 7 à chaque premier vendredi du mois. Donc, c'est des soirées de poésie. Dans la même veine que la poésie, je vais être porte-parole de la Nuit de la poésie à Saint-Jean l'année prochaine. Donc, c'est des choses qui sont hyper trippantes. Ce vendredi, je suis aux Journées de la culture à Trinity. On se promène, je vais être à Cowansville dans 2 semaines. Donc, tu sais, honnêtement, pour moi, c'est peut-être une vie qui est un peu moins exposée grand public, mais je pense que le choix que j'ai fait de faire de la poésie, de rester fidèle à moi-même, à moi et le piano, je pense que c'est juste des choix qui sont moins mainstream. Es-tu plus à l'aise là-dedans? Parce qu'en même temps, dans le star system, on est beaucoup dans la pop. C'est un peu ça aussi. Oui. Et est-ce que ne faire que de la pop serait un peu de te dénaturer, là? C'est dur à dire parce que, tu sais, je ne veux pas dire que si j'avais un succès, je serais dénaturée. Tu sais, un gros succès commercial, par exemple, on ne le sait jamais. Tu sais, il y a des chansons sur le dernier album qui ont passé dans des comités d'écoute, qui se sont rendues assez loin quand même, que tu te dis, aïe, ça se pourrait que ça arrive. Je pense qu'il y a une question de momentum. Je pense qu'il y a une question de plein de choses, puis j'arrive pas à mettre le doigt sur la raison pour laquelle... je sais pas, moi, je suis pas l'artiste de l'année cette année, mais une chose est sûre, c'est que je cours pas après ça. Peut-être qu'il faudrait que je le fasse, mais moi, pour moi, c'est pas ça. Ça arrive quand ça arrive, ça, on n'a pas le contrôle là-dessus. Moi, ça me fait triper d'enseigner, ça me fait triper de faire de la poésie, ça me fait triper de passer d'un projet à l'autre. Je pense que mon branding, si on veut, tu sais, on parle beaucoup de ça de nos jours, le branding, la marque, l'image, n'est pas quelque chose qui fit totalement dans une marque super mainstream. Mais ceci dit, si c'était ça, ça serait correct aussi. Je ne sais pas si c'est super dur à évaluer. Quand tu parles d'image de marque ou de branding, pour moi, quelqu'un me dit, Valérie Lahaye, c'est qui, c'est quoi comme artiste? Bien, je vais dire, c'est une fille en arrière de son piano. Puis on a l'impression, je vais dire à la blague, mais qui sauve un peu les tripes. C'est-à-dire, on sent l'intensité, on sent que c'est une pianiste, chanteuse qui est intense. Moi, c'est ça là, qui te caractérise, là. Est-ce que c'est comme ça que toi, tu te vois aussi comme artiste? Bien oui, tu sais, oui, parce que bon, c'est quelque chose que je me suis fait dire souvent, tu sais, quand même. Sauf qu'en même temps, moi, je sais que je compose aussi des tunes comme Cœur Chocolat, qu'on n'entendra jamais parce que je ne les mets pas sur mes albums, mais je sais que j'ai un côté qui est beaucoup plus léger. Tu sais, être ce qu'on projette, puis être ce qu'on est, c'est complètement différent. Puis je pense que les gens voient quelque chose, puis je pense que c'est la force d'une marque aussi. Ouais. Si on regarde des grandes compagnies ou des grandes stars, si je prends, mettons, Marie-Mé, c'est clair, c'est ça. T'sais. Puis je pense que ça, c'est une grande force. Moi, peut-être que je n'ai pas assez défini ça. Mais en même temps, est-ce que c'est un défaut? Je pense pas, parce que je fais un paquet de projets, puis je trouve ça... Est-ce que ça me rend plus ou moins heureuse? Moi, je pense que je pourrais pas être plus heureuse que je le suis actuellement, à monter tous ces ateliers-là, à vivre tout ce que je vis avec les gens. J'ai des projets, là, je peux pas en parler tout de suite, mais j'ai des projets de boutique aussi avec Pignon sur rue. Tout ça, ça va être vraiment trippant. Donc, il y a plein de choses. Je pense que je suis une entrepreneure, je suis quelqu'un qui tripe là-dessus. Puis, j'ai différents désirs. Mais... Donc, ce que je comprends, c'est que la musique occupe toujours une grande place dans ta vie, mais il y a d'autres segments autres que la musique qui pourraient aussi prendre la place. Mais en fait, tout est lié à la musique dans ma vie, absolument tout. Il n'y a rien qui est mais pas lié. Tu ne te fermes pas de porte. Non, c'est sûr. Mais tout ce qui me concerne, tous mes projets sont liés, parfois un petit peu plus loin, mais à la musique, ça, c'est certain. Côté musical, est-ce qu'il y a des sphères, des zones que tu n'as pas encore explorées, dans lesquelles tu veux aller en ce moment? J'espère. T'imagines, à mon âge, s'il n'y en avait pas? Oui, il y en a plein.
Il y en a vraiment plein. Je suis en train de travailler avec un gars, justement, qui est très, très pop. C'est super trippant ce qu'on fait. Puis, on the side, ben, j'ai un band de jazz qui va se produire d'ailleurs au mois de novembre chez Artaud pour les intéresser. Ouais. Puis, sur un autre side, ben, je fais du gros rock où je crie ma vie. Moi, tu faisais pas des trucs avec Philippe Berguela un bout de temps? Oui, on a eu la tournée La Berguela qui a duré pendant 1 an et demi. Là, on ne la fait plus. Par contre, on fait quelques petites apparitions. On va avoir un spectacle, entre autres, de Noël cette année. Donc, on s'amuse ensemble. C'est un grand ami, donc on Est-ce que tu as encore à beaucoup voyager ou te déplacer? Parce que souvent, le propre même de l'artiste aussi, surtout quand on donne des spectacles, c'est que parfois, on est en Abitibi, puis des fois, on va même jusqu'à Havre-Saint-Pierre, jusqu'à Percé, puis jusqu'à Saguenay, puis bon, on se promène. Ouais. Puis ça, c'est exigeant, là, physiquement. C'est plaisant, mais c'est beaucoup demandant. C'est les déplacements. Oui, c'est ça. C'est trippant. C'est un choix de vie, par exemple. Est-ce que tu l'as quand même déjà fait un certain temps? Oui. Est-ce que c'est quelque chose que tu veux refaire, que tu souhaites faire, poursuivre? Oui, c'est sûr. Si on m'invite, je viens. J'ai plein de formules. J'ai la formule pour emporter en ce moment. C'est des concerts que je donne carrément à domicile. C'est des 25 personnes et moins. C'est toutes sortes de petits événements. Je suis allée jusqu'à Chibougamau avec ça. Fait que oui, je me promène. Je pense que je ne ferais pas ce métier-là depuis autant d'années si je n'aimais pas me promener. Fait que c'est sûr que je veux le faire. Présentement, ça se glisse un peu moins dans l'horaire pour toutes sortes de raisons, mais j'espère continuer de faire ça. Bon. Parce qu'en même temps aussi, on vieillit, on mature. Des fois, on est moins patient pour certaines choses. Des fois, on sait plus ce qu'on veut aussi. Parfois aussi, la vie familiale aussi nous amène à faire d'autres choix. Comment tu vois ce volet-là d'allier, dans le fond, ta passion, ta carrière professionnelle, ta vie familiale actuelle ou future, ou le désir, je ne sais pas moi, d'avoir des enfants un jour. Bref, tu sais, il faut penser aussi à ces choses-là quand on vieillit. Oui, c'est sûr. Tu sais, il ne faut pas oublier que je fais ce métier-là depuis que j'ai 8 ans. C'est vrai. Et là, tu en as quoi, 25, 26? 26. 26, bon, c'était pas trop loin dans mes calculs. C'est ça, t'es bon. Fait que, tu sais, je ne vais jamais sortir ce métier-là de moi. Ça fait partie de moi. J'y pense pas. C'est comme ça. Puis je pense que, tu sais, quand j'étais petite, ma soeur, mes parents, c'était familial. Quand j'aurai des enfants, bien, ça sera avec mes enfants. Mon chum, il me suit. Je veux dire, mon chum, on vendait du Pepsi à la salle de spectacle du village quand on était jeunes. Puis ça fait partie de nous. Lui, il n'est pas du tout dans la musique, mais il sait très bien qui je suis. On se connaît depuis des années. Puis je pense que notre famille, la musique va en faire partie intégrante. Mais de ce que j'entends, tu fais partie de ces personnes, visiblement, qui n'ont aucun regret. Non. Et qui assument totalement. Oui. Je pense que ça, c'est une de mes grandes richesses. C'est d'avoir toujours été fidèle à moi-même. Si tu restes dans tes valeurs puis que tu ne te fais pas accroire d'affaires, tu ne seras pas déçu après. Je pense pas que tu peux... Il y a des choses que je regarde aujourd'hui, des décisions que j'ai prises, que je me dis « Aïe, aïe, j'ai refusé ça, tu me niaises. » Je pense à 2 gros contrats, entre autres, là, que je me suis dit, non, je le ferai pas. J'avais mes raisons. Et tu vis bien avec ça aujourd'hui? Je vis bien avec. Si j'ai pris cette décision-là à ce moment-là, c'est parce que c'est la décision qui devait être prise. Puis, je veux dire, ça va très bien. T'sais, après, c'est ça, c'est notre définition du succès. Puis c'est notre définition du succès en tant que société aussi qu'il faut voir. Quand les gens me disent « Hey, ça doit pas être facile, hein, depuis la voix, je suis comme « Tu me niaises? » 2014 a sûrement été l'année où j'étais le moins saine d'esprit de ma vie. Puis je pense que ça m'a aidée parce que ça m'a permis de libérer des émotions. Puis ça m'a fait tellement du bien de le faire avec tout ce monde-là. C'est comme un rendez-vous de 3 millions de personnes pour exprimer ta détresse. Mais j'étais en détresse quand même. Je veux dire, maintenant, je me sens super bien. Je suis beaucoup moins stressée qu'à cette époque-là. Tu sais, oui, OK, j'ai pris des décisions qui font peut-être que je passe pas à radio. Il y aurait peut-être eu des choses, mais regarde, si tu regardes J'existe du temps de la voix, tout le monde trouvait que c'était une super toune. As-tu passé à la radio? Pas en tout. Est-ce que parce que tu passes pas à la radio... Tu sais, il faut faire attention avec nos définitions du succès. T'sais. Alors maintenant, on sait ce que tu es devenue. C'est ça. Je suis devenue une artiste. Valérie Lahaye, merci beaucoup. Bonne merci chance pour à la toi. suite. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on reste dans le culturel en vous présentant la gare du Feu Sacré. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à La Justice entre nous. Mon nom est Serge.
Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, entre autres, on parle du Tour de force. Oui, avec Michel Houle et Jean Deslauriers de l'Éclusier et Alexandrine Coursault avec nous. Oui, monsieur, de la belle jeunesse, on parle triathlon et vélo. Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. C'est un mélange de théâtre, de chansons, également un peu de poésie. Ça s'appelle La Gare du Feu Sacré, présenté par la troupe Subliminal Transport. Deux invités pour nous en parler. D'abord, Guy Martin, bonsoir. Bonsoir, Éric. Accompagné de Benoît Melançon, qui est metteur en scène, affilié au Café-Théâtre de Chambly. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Éric. Bon, tout d'abord, Subliminal Transport, c'est quoi cette troupe-là? Ça vient d'où? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Ce qu'il y a derrière ça, Éric, je dirais que ça peut être assez intéressant. Subliminal Transport vient du fait qu'on veut, à travers ces pièces-là, communiquer des choses, communiquer des éléments. Subliminal Transport est une compagnie qui, au niveau de son théâtre, utilise beaucoup les images. Alors, on a des projections, on a des effets sonores, etc. Et on veut, par ces projections-là, par ces images-là, qui ne sont pas toujours, je dirais, figuratives, on veut provoquer effectivement des idées et des émotions au niveau du public. D'où la dimension Subliminal Transport. Et je pense que de toute façon, dans le siècle où nous vivons, la société actuelle, on a énormément d'éléments subliminaux au niveau des publicités, quoi que ce soit. Mais Subliminal Transport veut utiliser cette tactique-là, je dirais, de façon à provoquer chez les gens des émotions ou des prises de conscience plus positives. Bon. Et qu'est-ce que c'est la Gare du Feu Sacré? La Gare du Feu Sacré, c'est le nom de notre première pièce. La première pièce, La Gare du Feu Sacré, en gros, ce que c'est l'histoire d'une femme qui se promène en train et qui a un problème de consommation d'alcool. Et habituellement, cette femme-là descend toujours à la même station. Et à un certain moment donné, elle descend dans une station imaginaire. Alors, c'est là que l'action prend place. Elle descend dans cette station imaginaire-là, qui est la Gare du Feu Sacré. Alors, on a un décor sur scène de gare de chemin de fer. Et moi, je suis le contrôleur de la station, Marcel Marteau, pour vous servir. Et j'ai sur le quai de la gare mon piano à queue. Alors, c'est assez inusité de voir un contrôleur de station de chemin de fer sur le quai de la gare avec son piano à queue. Alors, Marcel Marteau est le contrôleur de la gare. C'est aussi un pianiste, un pianoman, un type qui joue du piano et qui chante, et qui interprète tout au long des tableaux que nous avons dans la pièce. Nous avons 7 tableaux. C'est une pièce en 7 tableaux. Et chaque tableau a une ambiance visuelle particulière. Et voilà. Et Marcel Marteau, lui, en tant que contrôleur de la station, aide la passagère qui vient de descendre dans la station imaginaire. Il l'aide à contrôler ses émotions. Alors, grosso modo, c'est ça. C'est une interaction entre cette passagère-là qui tourne autour du piano à queue et Marcel Marteau qui interagit avec elle. Et il y a des pièces qui vont se faire, et c'est des pièces de Charles Aznavour, il y a des pièces de Gilbert Bécaud, il y a des pièces de Chris Dupper, il y a des pièces... ce sont des pièces qui ont été choisies pour s'imbriquer parfaitement dans l'émotion de chacun des tableaux. Benoît Melançon, comment ce projet-là vous a-t-il été soumis? Comment vous êtes embarqué dans ce projet-là? C'est un peu drôle. Céline, qui est notre comédienne, est avec moi au Café-Théâtre de Chambly. Puis à un moment donné, elle m'a parlé du projet. Puis j'ai regardé ça, puis ça m'allumait beaucoup, moi étant moi-même comédien et musicien. Donc, quand elle m'a présenté ça, je disais, hey, c'est bien, c'est le fun comme projet. J'osais pas trop m'imposer, mais à un moment donné, elle dit, bien, ça nous prendrait un metteur en scène
j'ai réfléchi un gros 15 secondes pour dire « Ah, ben je suis votre homme! » Absolument. Puis j'ai embarqué à pieds joints dans le projet, puis c'est vraiment un projet que j'adore. Et vraiment. quand tu as vu donc, sur papier le projet, les tableaux et tout ça, donc en quoi ça t'a inspiré? Parce que, bon, quand on met en scène quelque chose, on a des idées, on a des images en tête. Donc, en quoi ça t'a inspiré, ce que tu as vu, ce que tu as lu? Bien, c'est un peu ça, effectivement, le travail de metteur en scène. C'est de prendre quelque chose qui est sur papier puis de lui donner vie en pensant toutes sortes d'effets qu'on peut mettre au niveau même au niveau de l'émotion, au niveau des déplacements. Puis là, à un moment donné, on a répété ça pendant 2 mois. Là, moi, en tant que metteur en scène, je regardais ça. Puis, ça, j'aimerais mieux ça comme ça. On changeait certaines choses. Donc, c'est ça, en fait. Parce que le texte de théâtre, il est très sommaire, contrairement à un roman. Un roman, il peut avoir 3 pages qui décrit un endroit, alors que le texte de théâtre est surtout concentré sur les dialogues, ce qui laisse beaucoup de place à la création pour un metteur en scène. D'ailleurs, vous allez voir la même pièce mise en scène par deux metteurs en scène différents, puis c'est une vision qui est complètement différente. Voilà. Et comment cette idée-là t'est traversée? Comment ça t'a traversé l'esprit de créer ça? Bien, écoute, Éric, c'est une de mes 475 idées. Là. Mais l'idée, c'est intéressant, Éric, comme question, parce que j'ai fait des projets de théâtre, Éric, dans le passé. Et écoute, j'ai toujours cru que les images avaient une importance. J'ai toujours cru que les images sont fortes et qu'elles peuvent transmettre autant que la musique. Écoute, je vais te faire une confidence. Malgré mon maquillage, etc., je ne suis pas un amateur du groupe Kiss. Merci pour la précision. Je n'ai pas, mesdames et messieurs, je n'ai pas d'album de Kiss. Mais par contre, je les ai vus 6 fois. OK. Je les ai vus 6 fois. Parce que je trouve, écoute, Kiss, évidemment, c'est pas quelque chose n'en déplaise aux amateurs de Kiss. On ne peut pas dire que les images sont extrêmement subtiles. Je veux dire, bon, c'est très macho, etc. Mais par contre, je dirais, Kiss, tu peux aimer, ne pas aimer, mais tout le monde connaît Kiss. Ouais. Et tout le monde sait Gene Simmons, qu'est-ce qu'il y a de l'air. Tu sais. Je veux dire, ce qui fait qu'il y a une force au niveau des images. Maintenant, quel type d'image en avons-nous utilisé? Bon, j'ose espérer que dans Subliminal Transport, on utilise des images un peu plus subtiles. Mais là, c'est quoi? Tu avais une idée en tête, tu t'es dit, je vais bricoler ça comme ça, je vais penser à ça. Je veux dire, tu t'as pris une page blanche, tu as commencé à écrire quelque chose? Oui. OK. Plus précisément, j'avais déjà un spectacle où je voulais me mettre moi-même en scène. OK? Et je suis allé au Café-Théâtre. Je n'étais pas vraiment un amateur, je veux dire, un fan fini du Café-Théâtre. Je suis allé au Café-Théâtre voir une pièce qui s'intitulait Le Chant des morts l'an passé, dans laquelle Céline jouait. Et en visualisant la pièce, j'ai dit, vraiment, le déclic était là. Okay. Oh, j'ai dit, écoute, c'est ça que ça prend. J'ai dit, mon truc, je pensais déjà, l'idée de la pièce, l'idée de la guerre du feu sacré, vraiment, ça me trottait dans la tête depuis longtemps. Mais quand j'ai vu la pièce, j'ai dit, c'est ça. J'ai dit, il faut que cette pièce-là soit meublée. Parce qu'en écrivant une pièce, bon, on commence avec un ensemble, un décor, une plateforme, etc., tout ça. Après ça, les comédiens entrent et tout. Et lorsque j'ai vu Céline, j'ai dit, c'est absolument la personne qui serait idéale. Je dirais la passagère du train. Je la voyais là. Donc, Céline Roy, là, qui est votre comédienne. Céline Roy, oui. Céline Roy qui campe le rôle de la passagère. Et pour le metteur en scène, parce que là, bon, quand on a évidemment une pièce qui est écrite de cette façon-là, avec un comédien qui joue du piano, parce qu'évidemment, on ne peut pas inventer ça. Je veux dire qu'il faut que le comédien ait le talent de faire ça. Ça aussi, ça change la perspective, parce que là, on a de la musique. On a des personnages, on a des textes, on a de l'émotion. Donc, il y a beaucoup d'éléments avec lesquels on peut jouer. Absolument. Puis c'est quelque chose qui me parlait beaucoup parce qu'on sortait des sentiers battus, là, du théâtre conventionnel. Alors, c'était quelque chose de vraiment différent. Et puis, au niveau de la création, bien, c'est très intéressant de travailler avec ces paramètres-là, avec la musique, avec
avec les comédiennes, avec l'interaction entre les deux. Ça, c'est un défi très intéressant. Puis, Parce que là, dans le fond, ils ne sont que 2 sur scène? Oui. Ils sont 2 sur scène. Benoît fait la mise en scène, ils sont 2 sur scène. Évidemment, il y a des techniciens. Oui, évidemment, mais sur scène, donc il y a toi d'accord, sur scène, et on est Céline. moi et Céline, oui. Bon, et ça dure quoi, 1 heure, 1 heure et demie? C'est 1h15. 1h15. 1 heure et quart? Quand même. Là, donc, vous l'avez répété plusieurs fois. Oui. Là, vous êtes rendu à quelle étape maintenant? On est rendu à l'étape maximum. De la présenter, en fait. Oui, nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Et à quel moment vous voulez présenter cette pièce? La pièce sera présentée le 13 octobre à Chambly, au Randall Hall de Chambly. Randall Hall qui est situé de l'autre côté de la rue, dans le fond du Fort de Chambly. Du Fort de Chambly. C'est ça, c'est une salle d'environ... une salle qui peut contenir environ 200 personnes. Donc ça, c'est samedi, le 13 octobre. Samedi, le 13 octobre. Une seule représentation? Une seule représentation. Pour le moment. Pour le moment. Et la vente de billets va très bon train. Alors, bon dépêchez-vous! Et là, évidemment, il y a toujours... parce que, bon, quand on répète une pièce pendant... C'est un projet sur lequel on met beaucoup d'investissement. Et là, dans le fond, on fait une représentation qui va durer 1h15. Donc, on se dit tout ça pour ce qu'on va donner. Puis peut-être que oui, il y aura d'autres représentations, mais ça reste quand même que quand on foule le pied sur la scène et que là, il faut livrer la performance, le projet sur lequel on a travaillé pendant des semaines, des mois, voire des années, c'est quelque chose. Oui. C'est l'aboutissement de quelque chose. Là. Oui, l'aboutissement de quelque chose. Moi, écoute, Éric, j'ai fait du spectacle avant. Je veux dire, j'ai un autre projet. Un autre projet, Baby Boomer, qui est un pianiste, chanteur. Et j'ai joué beaucoup avec Baby Boomer l'été dernier. Pas juste l'été dernier. Depuis 2 ans, je fais des projets à Saint-Jean. J'ai joué au Symposium d'art du Richelieu en juillet. Et c'est ça. J'ai joué aussi j'étais invité à jouer au Collège militaire en janvier. Et c'est ça. Le Baby Boomer, c'est un peu différent. C'est un pianiste un peu saltimbanque. J'ai commencé à faire du piano public, etc. Puis, et voilà. Et de fil en aiguille, d'ailleurs, la première fois où j'ai rencontré Céline, c'était au piano public à Chambly. Elle était venue me voir au piano public et c'était le premier contact que j'avais avec elle. Et c'est à peu près ça. Alors, je pense que Subliminal Transport est vraiment l'aboutissement de ce que j'aimerais faire au niveau artistique comme tel. Quelque chose de tangible au niveau visuel et au niveau musical. En conclusion? Si je peux renchérir là-dessus, c'est sûr que c'est beaucoup de travail pour une représentation. Mais évidemment, comme dans n'importe quoi, on espère partir la machine de cette façon-là. On va avoir de la visibilité. Je pense qu'on a un très bon spectacle entre les mains. Donc, c'est toujours l'effet boule de neige un peu. Alors, la Gare du Feu Sacré présentée au Café-Théâtre de Chambly, donc 13 octobre. Merci beaucoup à vous deux. Bonne chance. Bien, merci, Éric. Reste avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. Nouvelle exposition chez Action Art Actuel, c'est jusqu'au 20 octobre. C'est un projet de Magali Babin et ça s'appelle « Les empreintes sonores de Saint-Jean-sur-Richelieu ». À demain. Bye-bye.